EISA, la plus prestigieuse école de qualité distinguée premier prix excellence de la qualité CEDEAO. Plus besoin d'aller étudier en Europe, aux États-Unis ou au Canada. EISA certifié ISO 21001 version 2018 et ISO 9001 version 2015 vous offre des formations de qualité. EISA, c'est plus de 80% des diplômes opérationnels, licences et masters accrédités CAMES. Nous pouvons avoir les mêmes formations que nous avons en Europe, nous pouvons bénéficier des mêmes formations et dans les mêmes conditions, avec bien sûr en surcoût quelque chose de moins cher et adapté à notre environnement. Cours en ligne disponible à l'EISA. Possibilité de payer la scolarité avec des produits agricoles. 50% de réduction des frais d'inscription. Site web www.esatogo.com. D'une société dominée hier par des savants, des grands littéraires, de grands mathématiciens, des chercheurs, entre autres, notre société est passée aujourd'hui d'une société dans laquelle les acteurs des médias sociaux, les sportifs, les artistes, bref, les célébrités font la loi et la jeunesse s'en inspire. Comment en est-on arrivé là? Faut-il s'en inquiéter? Quel lendemain pour la jeunesse, surtout aujourd'hui exposée aux médias sociaux? Nous allons en parler dans cette émission avec notre invité du soir. Et c'est Monsieur Paul Amegapo. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que l'habitué de la maison, Paul Amegapo, est le directeur de l'Institut Tamberma pour la gouvernance. Alors, je l'annonçais un peu déjà dans l'introduction. Vous savez tout comme moi que hier, c'était des savants, des littéraires, des scientifiques, etc. Cette époque a laissé place aujourd'hui à une époque dans laquelle ce sont les célébrités dans leur globalité, que ce soit influenceurs, etc., artistes, qui inspirent désormais la jeunesse. Est-ce que ça vous inquiète, vous? Oui, ça inquiète tout le monde, dans la mesure où il y a des changements importants qui sont en cours actuellement partout dans le monde avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui accélèrent le temps et qui font que les jeunes ne suivent plus les processus ou les étapes devant les amener à la maturation. Avant, on parlait du dialogue intergénérationnel qui consistait justement à établir un cadre de collaboration entre les aînés et la jeunesse, de sorte à faire passer un certain nombre de valeurs, de savoir-faire et de savoir-être. Aujourd'hui, ce lien de dialogue et de partage est complètement rompu, dans la mesure où la jeunesse considère la vieille garde comme n'étant pas suffisamment moderne, comme n'étant pas suffisamment dotée des outils qui permettront de pouvoir apprendre chez eux. Alors que nous savons tous très bien, et l'histoire l'a démontré, qu'il y a des étapes d'évolution. Si nous lisons beaucoup un certain nombre de documents, comme le discours de la méthode de Descartes et d'autres philosophes qui inspirent aujourd'hui le savoir, il y a des étapes clés et l'étape de se soumettre à un maître et d'apprendre auprès de l'aînesse pour acquérir des compétences qui renforcent son savoir-faire et son savoir-être, ce temps n'est plus respecté par la jeunesse. A contrario, ce sont d'autres jeunes qui deviennent populaires et qui vendent des rêves qui sont perçus par la jeunesse aujourd'hui comme étant leur paragon, comme étant leur repère, alors que ce sont des jeunes qui se cherchent eux-mêmes. Ce que les autres jeunes ignorent, c'est que parfois, les jeunes que nous considérons comme influenceurs ont eu simplement un coup de chance de pouvoir se positionner au bon endroit, au bon moment, et de pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'avantages issus de concours de circonstances et qui a aucune logique dans leur parcours qui pourrait inspirer une masse critique de jeunes pour
boiter également sur cette voie-là et réussir. Et donc, il y a lieu de pouvoir poser des questions, de vraies questions, et voir comment est-ce qu'il faut revoir ce paradigme et changer les règles du jeu pour faire en sorte que les jeunes se retrouvent mieux. Alors, quand je me suis, vous semblez vous en inquiéter, mais il y a quand même un courant de pensée, une philosophie actuellement qui pense que, quoi qu'on dise, chaque époque, chaque génération arrive à générer un certain génie qui ne fonctionne peut-être pas comme les générations antérieures ou l'époque antérieure. Est-ce que vous êtes de cet avis? Je salue au passage M. Christian William Fomikossi, le père du village à la table des rois, qui pense un peu de cette façon. Est-ce que vous êtes d'avis avec les gens qui pensent de cette façon? Bien évidemment que chaque génération, chaque époque avec sa mission, mais il faut dire que nous avons une logique intergénérationnelle qui nous ramène toujours aux différents secteurs d'activité. Nous avions 3 catégories de secteurs d'activité, essentiellement. Le secteur primaire qui s'occupe de la production agricole et toute autre forme de production. Le secteur secondaire qui est la transformation justement de ces produits, donc l'industrialisation. Le secteur tertiaire qui est la commercialisation, et aujourd'hui, nous nous plongeons dans un nouveau secteur qui est l'innovation technologique. Et c'est justement dans ce secteur où nous retrouvons les influenceurs. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les influenceurs que beaucoup de jeunes suivent aujourd'hui ne font que faire leur business. Et la plupart du temps, le fonds de commerce, c'est justement tous ces jeunes-là ou toutes ces personnes qui suivent ces influenceurs. Il y a de bonnes choses, certes, dans ce que les influenceurs offrent à l'opinion publique. Parce que parfois, certains influenceurs donnent de conseils, font de coaching, parfois même de mentorat. Mais il faut comprendre que, comme de par le passé, tout le monde n'a pas été agriculteur, tout le monde n'a pas été industriel, ou tout le monde n'a pas été commerçant, la jeunesse ne doit pas se verser aveuglement aujourd'hui dans les réseaux sociaux en suivant les influenceurs. Il est juste important de comprendre que, comme nous l'avions dit, chaque jeune doit bâtir son influence. Chaque jeune doit bâtir sa maîtrise en se donnant aux métiers, aux différents corps de métiers qui existent et en acceptant perdre utilement un temps pour apprendre et se soumettre à des mentors, à des coachs, à des parangons qui sont des maîtres confirmés dans leur domaine d'activité donné. Et ça, c'est important. Par ailleurs, il y a les pouvoirs publics qui devraient s'intéresser à cette problématique. Justement, nous allons bientôt parler de la responsabilité étatique dans ça. Je voudrais quand même savoir, lorsque vous prenez nos bonnes époques, une époque qu'on appelle tout à l'heure un tablier, et puis la nouvelle époque où on voit un peu comme l'influence, etc., devient pratiquement comme on a l'impression que c'est le seul secteur qui intéresse aujourd'hui vraiment la jeunesse. Bon, ma question c'est de savoir, mais comment en est-on arrivé là? Comment a-t-on quitté les côtés pour se retrouver aujourd'hui ici? Oui, tout simplement à cause de la dynamique de l'innovation. Rien ne se crée, tout se transforme. Et donc, les jeunes pensent aujourd'hui, en suivant la transformation, comme si c'était de la nouveauté. Il n'y a pas du tout de nouveauté. Il y a juste des outils nouveaux qui sont offerts à des citoyens, à des hommes et des femmes pour pouvoir transformer leur réalité. Mais cette réalité peut conduire à la déperdition lorsqu'on ne maîtrise pas le process. Il est important pour cette jeunesse de comprendre que la valeur vient de ce que la jeunesse est capable de produire. Produire en termes de services, mais produire également en termes de biens. Or, aujourd'hui, ce que nous remarquons, c'est que beaucoup de jeunes, quel que soit leur genre, se versent dans la vente de leur personne.
de leur capacité à s'exprimer, de leur beauté, de leur corps, de leur apparence. Or, ce sont des choses qui sont foncièrement éphémères. Il est important que les jeunes évaluent leurs compétences à pouvoir produire du service ou à pouvoir produire de biens qui seraient consommables par une catégorie de personnes et qui pourraient apporter de la valeur ajoutée. C'est seulement comme ça que les jeunes peuvent transformer individuellement leur vie et également contribuer à la production de la richesse qui pourrait donc changer et transformer positivement notre société. Et donc, nous pourrons avoir des exemples, par exemple au Rwanda, qui est un pays enclavé que personnellement j'admire et qui a fait des prouesses, par exemple, en mettant les nouvelles technologies dans la transformation holistique de la société. Cette transformation passe par le fait qu'ils ont compris que la nouvelle technologie aiderait plutôt à faire avancer les métiers dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'industrie, donc de la transformation, dans le domaine du commerce. Oh, c'est ce qui manque aujourd'hui. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de jeunes qui passent leur temps sur les réseaux sociaux et qui finalement vont prendre de taxi-moto pour pouvoir faire rentrer de l'argent. Ou qui passent le temps sur les réseaux sociaux et qui finalement sont obligés de quémander de l'argent ici et là auprès des proches, sinon se verser dans des vices comme le vol et autres. Et donc, il est important que ce changement, cette transformation profonde à laquelle nous assistons aujourd'hui puisse appeler également à l'éveil de conscience. C'est pour cela que les émissions comme celle-ci sont importantes pour passer un message clair à la jeunesse que les nouvelles technologies ont une double face. Une face qui contribue donc à la prospérité et au développement personnel et une face qui conduit à la déperdition de la jeunesse si elle est mal gérée. Alors, on finit par reproduire ce à quoi on a exposé, ou même pas une devenir. Est-ce que vous ne pensez pas que le savant, en tout cas, ou du moins cette catégorie, cette génération, ce redoueur, qu'on voit disparaître peu à peu dans le moment de la jeunesse actuelle, vous ne pensez pas que c'est parce que c'est peut-être sous-estimé les réseaux sociaux, parce que quand cette affaire-là a commencé dès le départ, on se dit non, c'est des espaces de jeunes, faut pas s'y mêler. Est-ce que l'ancienne époque, l'ancienne génération n'a pas manqué de s'harmoniser avec cette nouvelle génération? Parce que s'il y en a pas, c'est ce qu'on voit tout le temps. On va retenir. Oui, bien évidemment, vous avez tout à fait raison que beaucoup de nos aînés n'ont pas également fait d'efforts suffisants pour s'accommoder à cette évolution. Peut-être qu'ils n'ont pas les moyens ou la chance de pouvoir le faire, mais je pense que pour eux, la vie est déjà derrière. C'est-à-dire les enjeux aujourd'hui face à cette nouvelle ère se présentent avec acuité aux jeunes et non plus aux aînés. Et vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de connaissances qui existaient jadis dans les documents sont aujourd'hui accessibles en ligne sous format numérique. Je lisais récemment Candide de Voltaire et je réalise que l'Eldorado dont on parle a été clairement décrit dans ce document et a montré ce que, à l'époque, les gens qui vivaient dans ce pays dit Eldorado ont pu réaliser grâce au génie des hommes et des femmes. Est-ce que beaucoup de jeunes aujourd'hui savent même ce qu'on appelle Candide de Voltaire? Est-ce qu'ils l'ont lu? Je ne pense pas. Et donc, avant, ça existait sous forme de documents physiques où il faut perdre son temps. Aujourd'hui, on peut retrouver le même document en ligne. Et donc, la question est de savoir comment les jeunes utilisent les nouveaux canaux, les nouveaux réseaux, les nouveaux outils qui sont à leur disposition pour acquérir le savoir, pour acquérir la connaissance qui leur permettront de pouvoir évoluer, de pouvoir se développer personnellement et de pouvoir faire la différence à travers un leadership affirmé, un leadership inspiré de ce que nos aînés, nos aïeux ont pu enseigner. Et donc, c'est important qu'on puisse mettre au cœur de cette problématique les jeunes eux-mêmes, moins que
nos prédécesseurs, nos aînés qui ont déjà vécu leur temps. Alors, je voudrais évoquer avec vous la responsabilité peut-être des parents. Ils diraient s'ils en sont pris quelque chose ou non. Parce que aujourd'hui, quand vous prenez de live sur TikTok ou peu importe sur les réseaux sociaux, je dirais tout simplement, vous mettez de côté quelqu'un qui parle de choses sérieuses ou du développement, des sujets d'intérêt commun. D'un autre côté, vous prenez quelqu'un qui parle de tout, du n'importe quoi ou peut-être de la vulgarité. La balance va naturellement pencher de l'autre côté là où ça rappelle tout n'importe quoi de la vulgarité. Et très vite, quand c'est comme cela, un index incrimine directement le parent. Est-ce que vous pensez que les parents sont fait quelque chose peut-être manqué d'avoir de l'impulse sur leurs enfants en termes d'éducation? Effectivement. Les réseaux sociaux, avant, les parents interdisaient aux enfants de sortir pour peur d'aller commettre des forfaitures dehors. Aujourd'hui, les enfants peuvent être à l'intérieur, sur leur lit, dans la chambre, et commettre des forfaitures plus graves à travers les réseaux sociaux. Un peu l'imputer aux parents. Bien sûr, il va falloir que les parents comprennent ce changement. L'éducation numérique est une éducation d'abord andragogique. Les parents doivent apprendre eux-mêmes ce monde qui se meut devant nous. Parce que les parents touchent à cette réalité. La plupart des chefs de ménage disposent de téléphonie avec de connexions, suivant une récente étude au Togo. Ça voudrait dire que les parents ont accès aux nouvelles technologies et peuvent savoir comment ces nouvelles technologies peuvent être utiles, mais aussi peuvent être dangereuses. Et donc, il revient aux parents de prendre leurs responsabilités et de s'intéresser à cette question. Parce que ça pourrait être considéré comme un tabou, comme d'autres questions de société, comme la sexualité ou autres aspects ont constitué de tabous. Le numérique ne doit pas être de tabou. Il faudrait d'abord s'intéresser à la question, faire en sorte que les enfants soient initiés. Nous avons la chance dans nos pays d'avoir par exemple des espaces cyber, Wi-Fi, des espaces de connexion. Si on n'a pas les moyens de pouvoir acheter des supports comme ordinateurs et autres appareils aux enfants, on peut quand même les orienter vers ces centres-là, chercher des maîtres qui pourraient les guider, de sorte que l'introduction des enfants dans ce monde soit une introduction assumée. Mais je pense qu'on va amener à présent la responsabilité de l'État, parce que vous étiez sur le thème de la mort avant. Vous avez fait l'ancien secrétaire général du gouvernement, le ministre Matamba, qui était passé par ici. Je lui ai posé une question, je vais peut-être répondre ça pour vous. Je me disais que justement, en Chine, dans un certain nombre de pays, un peu comme dans la zone de Rwanda aujourd'hui, qui a su quand même conjuguer réseaux sociaux, puis l'agriculture, etc. En Chine, par exemple, c'est que on expose la journée de ce pays algorithme, ne peut pas plutôt être exposé à la science, à la technologie, tout ce que vous voulez, qui va dans le sens du développement. Mais ici, chez nous, l'algorithme peut que quand on rentre sur les réseaux, sur ce TikTok ici, c'est le cache, XAF aussi, les stupéfiants, la nudité, ce qu'ils appellent le cul, etc. et tout. Mais est-ce que vous pensez que nos États, en tout cas, l'État togolais, est assez conscient de la situation? L'État doit être conscient. L'État, c'est le reflet de toute la société. Mais au-delà, l'État, c'est la responsabilité sociale. Parce que c'est l'élite, c'est l'autorité publique. C'est l'État qui nous gouverne. La réglementation vient de l'État. Toute la régulation de la société vient des pouvoirs publics. Il est donc important que les pouvoirs publics qui nous écoutent certainement comprennent qu'il faut une régulation. Parce que la chance que nous avons, c'est que les nouvelles technologies ont des algorithmes qu'on peut programmer et qu'on peut déprogrammer. Aujourd'hui, c'est la nudité, ce sont les clashs, ce sont des émissions futiles qui sont dispensées le long de la journée et on ne sélectionne même pas les âges. Il est important que tout cela soit contrôlé. Il y a un certain nombre d'émissions que, à un âge donné, on ne pourrait pas animer sur les réseaux sociaux. Mais ça, normalement, l'État est au courant. L'État doit être au courant, mais vous savez, il y a quelque chose qu'on appelle la fenêtre d'Overton. Permettez-moi de vous l'expliquer un peu. Les pouvoirs publics sont fondés sur ce qui est populaire,
ce qui est tolérable. Et la tolérance vient de la prise de conscience et de la connaissance par les citoyens du bien fondé des politiques publiques qui sont menées. Lorsque quelque chose va mal, ça rentre dans le domaine de la radicalité. La fenêtre d'Overton voudrait que lorsque quelque chose ne va pas bien et que cette chose est rejetable par la société, à partir du moment où les pouvoirs publics ne régissent pas le domaine, qu'est-ce qui arrive? L'acceptation vient progressivement. C'est-à-dire, on commence à voir des nudités, on commence à voir des clashs, on commence à voir des choses nauséabondes sur les réseaux sociaux, et à plus de les voir, on s'accommode. Et donc, ce qui est rejetable, ce qui est répréhensible et qui devrait normalement braquer l'opinion publique dans une radicalité contre ces positions, c'est un peu comme l'homosexualité ou autre chose. Peu à peu, on finit par l'accepter et peu à peu, le pouvoir public pense que c'est normal, on peut s'accommoder et on l'adopte finalement comme politique publique. C'est cette fenêtre d'Overton que les autorités doivent comprendre par rapport aux réseaux sociaux et être vigilants. Que ces jeunes, parce que parfois même les pouvoirs publics utilisent ou bénéficient du comportement de certains influenceurs, de certains jeunes qui clashent sur les réseaux sociaux, tant que ça les intéresse, tant qu'ils peuvent avoir les suiveurs de ces influenceurs comme étant des militants ou sympathisants potentiels, on essaie de les caresser dans le sens de poil. Et ça finit donc à les amener à adopter des politiques ou à ne pas adopter des politiques qui permettront de régulariser le domaine. Je les renvoie à cette fenêtre d'Overton pour qu'ils comprennent qu'il y a de périls à la demeure et qu'il faut agir maintenant. Un linguiste américain, Noam Chomsky, qui a une dit stratégie de manipulation de masse, dit clairement que souvent, pour occuper le peuple, il faut promouvoir la distraction, en tout cas, laisser à l'œuvre tout ce qui peut les éloigner des sujets essentiels. Est-ce que vous pensez, parce que ça veut dire que le peuple sait, mieux se perd le politique. Est-ce que vous pensez que cette situation les arrange quelque part? Certainement que ça les arrange, seulement que c'est dangereux. Parce que les conséquences à long terme seront tellement nuisible à la société tout entière, parce qu'à un moment donné, cette dépravation prendront les dessus et c'est toute la société qui sera corrompue. Il est donc important d'avoir une vision long-termiste. Cette manipulation de l'opinion, aujourd'hui de plus en plus rapide et grandissante à travers les réseaux sociaux, qui constituent un véhicule extraordinaire pour faire passer n'importe quel message, doivent être considérés par les pouvoirs publics comme un danger et qu'il faut régulariser. On ne dit pas qu'il faut interdire. Non, ça, ses atouts, on les avait déjà soulignés. Il faut juste réglementer pour que les réseaux sociaux ne deviennent pas un échappatoire, ne deviennent pas un lieu où ce qui n'est pas tolérable dans nos sociétés soit permis. Comme je l'ai dit, un enfant qui jadis ne peut pas être autorisé à aller dehors pour aller commettre de forfaitures peut aujourd'hui, reclus dans sa chambre, commettre des forfaitures plus graves sur les réseaux sociaux sans que personne ne se prononce. Il est important de régulariser ce secteur. On est arrivé au terme de cette émission, mais je veux quand même me focaliser un peu sur au départ de l'émission, vous parlez d'un certain nombre de jeunes qui sont devenus influenceurs comme par hasard, ou à qui l'influence a souri, qui sont peut-être pas préparés à cela. Quel avenir vous pensez qu'il pourrait y avoir pour ces jeunes? Il y a tout un accompagnement un peu qu'on peut avoir pour ces jeunes-là aujourd'hui, qui sont suivis par des milliers de personnes quand même. Effectivement, il est important de se préserver. J'avais déjà souligné la toile de fond qui repose sur les secteurs d'activité. Les jeunes influenceurs qui ont d'avenir sont ceux qui ont pu associer à leur image des produits qu'ils vendent ou des services qui peuvent continuer à être consommés. Certains vendent des produits vestimentaires, d'hygiène, électroniques. En fait, ils associent à leur image ces produits et c'est un canal des placements de produits. Il y a d'autres qui sont dans le secteur donc bancaire ou commercial carrément. Mais il y a d'autres qui ne vendent que leur image. Mais ces images seront fanées. Il y a d'autres qui ne vivent que des clashs
ou des injures. Ces injures, à un moment donné, ne passeront plus. Il est donc important de conseiller ces jeunes-là à la reconversion et les jeunes qui suivent les influenceurs également, de comprendre que la vie de ces influenceurs est différente de leur vie, la vie réelle de ces influenceurs est différente de la vie qu'ils présentent sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, ils sont des personnages. Ils sont en scène. Mais leur vie réelle est différente. Leur vie réelle est différente, monsieur Paul Amegapo. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse le peuple togolais d'ici et d'ailleurs. On se retrouve dans le prochain numéro. Vous avez suivi l'émission Écho du Togo avec l'École supérieure des affaires ESA. ESA, le label des diplômes de qualité.